Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes en pleine bataille des départementales. Thierry Mandon, qui est chargé de la réforme de l'État au gouvernement, est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. On va parler évidemment de la situation politique. Un petit mot sur ce Zlatan qui considère que vous appartenez à un gouvernement d'un pays de merde. Alors il s'est excusé. Votre collègue Patrick Caner a dit ces excuses d'un grand joueur. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un peu ras-le-bol quand même ? Il y a surtout ras-le-bol de la non-maîtrise du langage public. C'est pas propre aux sportifs. Je suis très frappé de l'espèce de radicalité, d'ultra-violence des mots qui sont utilisés. Hier, c'est Zlatan, c'est peut-être, comme il l'a dit, il passe peut-être au championnat de France, mais avant-hier, sur le carnage électoral qui s'annonce, et on a des mots... Le Premier ministre est le premier, l'apartheid... L'apartheid, c'est dur, mais c'est une réalité politique, mais de ségrégation. Mais je trouve qu'il y a une détérioration du vocabulaire des élites qui traduit, quelque part, qui fait écho à une pseudo-radicalité dans la société. Et peut-être qu'on fait la police des mots parce qu'on la fait pas dans la rue. Non, je crois pas. Il y a pas de police des mots. Il y a peut-être dans la rue, je sais pas s'il y en a une, à mon sens oui, mais en tout cas il y a pas de police des mots. Et il y a une sorte de... Mais est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait une, par exemple ? Est-ce que vous considérez pas moi je crois que dans la crise démocratique, qui pour moi est la crise du moment, la crise économique et sociale n'est que le sous-produit d'une crise beaucoup plus profonde qu'une crise démocratique. Dans cette espèce de relâchement, y compris dans le vocabulaire ou dans les attitudes, il y a un peu de trahison d'éclair. Il y aura un problème idéologique qui va se poser. Par exemple, quand François Hollande dit français de souche, vous avez Aurélie Filippetti qui est à Princeton qui dit c'est un scandale, c'est un vocabulaire qui est employé par l'extrême droite. Donc il va y avoir des questions d'interprétation, on n'en sortira jamais. Le climat politique est délétère, va l'être encore plus. Est-ce qu'on peut tout simplement s'exprimer, point barre ? Certes, moi je ne suis pas pour les polices en général, mais je pense que l'analyse politique du moment dans lequel nous sommes, c'est une très profonde crise démocratique. Une distance abyssale, au sens premier du terme, qui est créée entre la société et ses élites, le gouvernement étant l'incarnation ultime des élites, donc il en prend plein la figure, mais ça dépasse le gouvernement, ça touche toutes les formations politiques traditionnelles, ça touche les médias. S'il y avait des résultats, ça changerait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'abord et avant tout ça. Non, je ne crois pas. Je crois que il y a une vraie défiance par rapport à ceux qui dirigent, et alors, ça explique beaucoup de choses. Prenons justement les dossiers les uns après les autres. On va revenir sur le front qui est évidemment le vôtre, plus la situation politique. Mais cette histoire de médecins, ils n'en veulent pas du tiers payant. Alors vous allez me dire, il est justifié socialement, etc. Mais ils n'en veulent pas. Ils considèrent que c'est la fin de la médecine libérale. Ils considèrent qu'on demande finalement aux malades de ne plus payer, une certaine forme d'irresponsabilité. Et puis ça devient la machine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des cartes entre les médecins et les malades. Alors, il y a deux choses dans la contestation sur le tiers payant. Il y a certains médecins qui, en effet, n'en veulent pas du tout pour des raisons, je dirais, idéologiques, que je conteste, mais qu'eux-mêmes défendent. Ils disent, voilà, on veut être libre, on veut être tranquille. Cette position n'est pas tenable. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale française, le système de santé française, c'est un système socialisé, financé quand même par les cotisations des salariés, et un système mutualisé. Donc à partir du moment où ce système est organisé sur ces bases, il est normal qu'il y ait des contreparties que la société exige. Mais elles existent déjà, ces contreparties. Elles existent, mais il y a des règles de fonctionnement du système. Pourquoi tout donner aux mutuelles ? Tout le monde les regarde à la télévision, les publicités des mutuelles. Ils gagnent un argent fou et tout d'un coup... Absolument pas de tout donner aux mutuelles. Il s'agit simplement de faire en France ce que 24 pays en Europe, 24 font déjà, ce que l'hôpital public fait déjà. Donc idéologie... C'est pas la tradition française, c'est ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils ont dit dans la rue hier. Mais pourquoi c'est pas la tradition française ? Non, la vérité, il y a deux contestations. Donc il y a le principe. Ça, c'est de l'idéologie, c'est de la politique. Moi, je suis en désaccord. Il y a des gens qui ont cette position-là chez les médecins. Soit, c'est pas nouveau. Puis il y a une deuxième problématique qui, elle, est très sérieuse, qui est la question de la mise en œuvre. Comment on fait pour que cette mesure sociale, qui va quand même permettre une bien meilleure couverture des soins, notamment des gens de catégorie modeste, comment on fait pour qu'elle soit simple, pas coûteuse, sécure pour les médecins ? Vous pouvez pas faire ça sans les médecins, ils sont tous dans la rue. Ça, c'est le sujet. Ça veut dire que Marisol Touraine s'y est mal pris quand même. Le vrai sujet. Rajouter 2 ou 3 amendements. Non, ils sont radicalement opposés. C'est le vrai sujet, c'est qu'il faut mal pris. Trouver les moyens. Non, je ne sais pas si elle s'y est mal pris, pas mal pris. Enfin, pourquoi ils sont dans la rue alors ? Ce qui est vrai, c'est que désormais, quand on prend une décision, les questions de mise en œuvre de la décision doivent être purgées quasiment avant la décision et non pas après. On ne peut pas prendre des textes
en se disant, et on l'a fait hier, ce sera peut-être pas le cas de celui-là, mais on l'a fait trop souvent ces dernières années, en se disant, on prend un principe, il est super, et puis ensuite on verra comment on l'applique. Vous êtes en train de me dire qu'à la fois ce principe est justifié, mais qu'en fait la réforme est mal foutue. Moi, j'ai même une proposition à faire. Je pense que elle a dit que ce serait simple. Nous sommes prêts à travailler avec elle, d'ailleurs on le fait déjà, mais y compris en associant des équipes indépendantes, des sortes de tiers de confiance, qui garantiraient la simplicité de ce dispositif, une sorte de label simplicité. C'est tout à fait entendable. Quand j'entends le nom, déjà, je trouve ça compliqué. Mais non, mais c'est simple comme tout. Ça veut dire, est-ce que le médecin... je vais chez le médecin où il est le label. Est-ce que Mandon docteur, je suis durement malade. Vous avez un tiers payant, donc vous ne financez pas. Est-ce que le médecin est sûr d'être payé dans des délais respectables Premièrement. Est-ce que, deuxièmement, on est sûr que la caisse de complémentaire dont dépend le malade sera identifiée facilement, la Sécu le fera très très rapidement. Troisièmement, comment on paye le ticket modérateur, ce qui reste, l'euro. C'est des process... Ça désamorcera pas la bombe politique. Souvenez-vous, par exemple, vous avez dit ça nous est déjà arrivé. Oui. Mais l'exemple le plus célèbre, ça a été la loi Savary en 84. C'est-à-dire que tout ça avait été voté, etc. On ne pas les deux, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est sur... Non, mais attendez, ça dépend. Si les médecins se déconventionnent massivement et s'ils bloquent le système des cliniques, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Tout le monde va aller aux urgences. Les médecins, encore une fois, ils sont quand même radicalement... Alors d'abord, c'est pas vrai, c'est pas un groupe homogène, c'est un groupe qui est en malaise, on l'a bien vu hier, qu'il y a des convergences sur un certain nombre de réalités, mais il y a des médecins... syndicat médical qui soit pour la réforme Si, je crois qu'il y en a 3 d'ailleurs, je sais plus, ce n'est pas des syndicats très importants. Ils sont ultra minoritaires. Certains insistent sur attention à la mise en œuvre, et moi j'entends parfaitement ce message, le gouvernement doit entendre ce message, Marisol Touraine dit qu'elle a entendu ce message, elle commence à faire des amendements, mais il faut des garanties de simplicité du dispositif, et moi je suis pour que ces garanties soit portée non pas par la puissance publique, mais par des tiers de confiance, avec des tiers de confiance. Et est-ce que le texte lui-même, dans le contexte d'aujourd'hui, pourrait passer d'une manière un peu plus urgente que ne le prévoit la Constitution et le débat classique? En gros, si ça bloque, est-ce qu'on va y aller en force? Mais ça ne bloquera pas, il y a une majorité là-dessus. Le problème, c'est pas le vote du texte. La majorité de gauche, au moins, et les Français sont pour, la majorité large de gauche est pour, et peut-être même qu'il y aura d'autres partis politiques qui sont pour. Le problème, c'est la mise en œuvre. J'ai compris, mais ça, elle a dû l'entendre, votre conseil. Oui, et d'ailleurs, ça renvoie au point précédent, qui est la question de la réforme dans le pays. Comment on fait pour réformer un pays? Je vais y venir. Très bien, alors on attend. Non, on n'attend pas. On parle simplement de la campagne. Vous avez vu les sondages qui sont dans le Figaro ce matin. Je ne vais pas les remontrer. On a l'impression que la gauche est désunique. Manuel Valls fait des efforts désespérés pour essayer de recoller quelque chose sur le dos du Front National. Il y a 2 problèmes. C'est que, 1, ça ne marche pas. Et que, deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui contestent cette méthode. Est-ce que c'est la bonne d'après vous? Ah bah écoutez, il y avait 2 solutions. La première, c'était de faire comme si on ne voyait pas qu'il y avait des élections départementales. Puis se dire c'est un mauvais moment à passer, on verra après, c'est des élections départementales, c'est suite. Le Premier ministre, il a le courage de les affronter de face. Et la deuxième chose, c'est c'est un lanceur d'alerte. Il agit au gouvernement toute la semaine, et le soir, il lance des alertes, et il a raison, parce que c'est minuit moins le quart pour la démocratie. Parce que quand le Front National est tout près de faire 50%, qu'il va faire 50% dans de très nombreux cantons en France, il y a un moment de ressaisissement démocratique auquel il faut appeler... La droite classique, c'est de dire que vous êtes en train finalement d'essayer de les mettre sur la bordure en agitant le spectre du Front National. Mais les bordures, ils se bordurent tout seuls. Parce qu'on nous dit... Non, ils sont à 29%, ils sont à égalité avec le Front National, vous êtes à 19%, vous êtes derrière et vous êtes divisé. Leur plateforme propositionnelle, leur proposition, c'est pas extrêmement clair, et je pense que l'absence de proposition claire et soudée explique une partie du Front National. Faut pas se leurrer, il y a des électeurs qui ne trouvant pas leur salut dans des formes de droite traditionnelles auxquelles ils sont attachés vont à l'aventure du Front National. C'est une aberration, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis deuxièmement, les divisions de l'UMP, elles sont à peu près du niveau des divisions de la gauche. C'est tout le champ politique. Si vous aviez les résultats, vous connaissez que ça serait pas pareil. C'est plus compliqué que ça. Mais cette question-là, vous ne pouvez pas me répondre ça, c'est pas sérieux. Mais je vais vous répondre très sérieusement. Pour moi, le Front National, c'est 3 choses. Premièrement, des sujets tabous qu'on n'aborde pas sur la scène publique et que les gens vivent, eux, comme des gros problèmes. L'immigration, l'islam de France, comme Manuel Valls a raison de poser cette question. Deuxièmement... Quand il a fait un ministère concernant cette thématique, Nicolas Sarkozy, vous lui êtes tombé dessus... Oui, enfin, ça n'avait strictement rien à voir. C'était détourné. Ça, c'était l'immigration, c'était l'islam de France. Non, c'était pas du tout, c'était l'identité nationale. D'accord, peut-être que la formulation n'était pas très habile, mais en tout cas, le fondement... la vie publique, la vie politique, elle est faite de mots, elle est faite de choses que vous nommez bien ou que vous nommez pas bien, l'espèce qui n'a pas bien nommé. Deuxième chose, il y a du désespoir social, l'idée que tout va mal, puis que ça va aller encore de plus en plus mal, et puis qu'il y a plus...
Non, mais ça, c'est l'état de la société. C'est pas la faute du gouvernement. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus profond que ça. Et là, il y a des réponses. Mais à chaque fois, vous dites c'est pas de la faute du gouvernement. Mais la crise on a notre part de. Mais tout le monde. Si le chômage était en dessous de la barre des 7%, on n'aurait pas ces problèmes-là. Bien sûr, mais pour faire baisser le chômage, pour relancer la machine française, il y a pas. C'est pas seulement le gouvernement. C'est l'ensemble de la nation qui doit dire voilà ce qu'on fait ensemble. Voilà pourquoi on vit ensemble. Voilà le modèle de société. On est sur une problématique de contrat social. Le modèle de société auquel on est attaché. Et voilà donc les réformes qui sont indispensables. Qu'il y ait des désaccords politiques, des divergences, c'est normal, mais il y a une sorte de jeu commun à recréer dans la démocratie française qui manque aujourd'hui. La dernière question pour la dernière minute. Cette fameuse réforme de l'État que vous portez, vous avez donné une date. Maintenant, il y a les préfets qui sont en place, les 13. C'est le mois d'avril. Mais est-ce qu'on a maintenant une idée précise de ce qui va être fait? Très précise. Nous allons, d'abord, cette réforme de l'État, c'est une petite évolution, enfin même une très grosse évolution dans ce qu'elle a toujours été. Au lieu de la pensée des administrations centrales de Paris, on recompose tout à partir du terrain, des départements et des régions. Des préfets dans chacune des régions, des renforcements de l'échelon départemental pour que des politiques plus fortes puissent être menées au niveau du terrain, et on remonte en matière d'organisation entre le terrain et Paris. Par exemple, on va diviser par 7 les contrôles des administrations françaises à centrale sur les administrations de terrain. Est-ce qu'on va supprimer, aujourd'hui, parce que c'est le périmètre de l'État qui est en question aujourd'hui? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses... On a 62 missions. Est-ce qu'il y a une mission, par exemple, qu'on peut annoncer ce matin qui va disparaître et qui coûtera moins cher aux contribuables? Il y en a une bonne soixantaine. Donnez-moi 2 ou 3, ça va donner des éléments et on terminera. Écoutez, je peux pas parce qu'on est en pleine négociation, mais je peux vous donner un point très important qui est passé inaperçu. Et on Nous avons réussi à faire accepter l'idée que les politiques de l'emploi soient désormais inscrites dans les territoires, dans les régions, dans des schémas qui permettront à ce que la région qui travaille sur la formation professionnelle et sur le développement économique et l'État qui travaille sur l'emploi, ensemble, bâtissent des stratégies et des moyens d'action, ce qui semble logique que ceux qui s'occupent des entreprises et qui s'occupent de la formation et que ceux qui travaillent sur l'emploi travaillent ensemble. Ça n'était pas le cas en France jusqu'à maintenant, c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Ça va se faire à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup Thierry Mandon, qui est chargé de la réforme de l'État au gouvernement. Bonne journée à vous. Suivant la formule consacrée mais sincère, ce qui est important. 8h27, on va retrouver toute l'équipe d'LCI et celle de Radio Classique.